Suite à une expérience de téléportation qui a mal tourné, Seth Brundle se transforme en mouche. Et à mesure que son corps perd son intégrité, qu'il devient autre chose, Seth Brundle constitue le musée Seth Brundle. The medicine cabinet is now the Brundle Museum of Natural History. You want to see what else is in it? Un musée de pièces détachées de bouts de corps qui ont tiré leur révérence. Un musée entièrement dédié à ce qu'il était jusque-là. Seth Brundle se déconstruit pour évoluer, tout en célébrant un passé qui n'est désormais plus qu'un fantasme. Les vestiges de lui sont encore là donc. Il est encore là, d'une certaine manière, terrifié à l'idée de ne plus être lui-même. Help me. Help me to be human. Mais qu'est-ce que lui, au juste? L'entité Seth Brundle, elle est où? Dans cette oreille? Dans son cerveau? Dans son ADN? À quel moment de sa transformation est-ce qu'on peut considérer que, ça y est, on est face à quelque chose d'autre? Une altérité totale, sans ticket retour. Est-ce que c'est quand ses traits humains disparaissent? Est-ce que c'est quand il abandonne sa morale humaine pour survivre? Ou est-ce que Brundle se résume simplement au souvenir d'être lui-même? Seth Brundle, c'est l'expérience qui nous métamorphose continuellement. Un événement, un accident, une rencontre, la découverte d'une œuvre. Brundle, c'est l'illusion de ce qu'on pense être notre identité. Nous sommes des fragments. I know her. She looks like an angel. Let's not wake her yet. Okay. Cette scène de Hook m'a toujours brisé le cœur. Et pendant longtemps, j'ai pas su dire exactement pourquoi. Les enfants de Peter et Moira reviennent du pays imaginaire. Et tout au long du film, il y a eu un rapport étrange à la mémoire. En redevenant Peter Pan, en se souvenant de ce qu'il a été, le héros oublie pendant un moment qu'il a des enfants, qu'il est pourtant là pour sauver. Kids. Peter Pan's got kids. Et à mesure que son fils Jack se laisse consumer par son ressentiment envers lui, il commence même à oublier qu'il a un père. Et puis cette fin. En revenant dans leur chambre, les enfants, pendant un moment, reconnaissent à peine leur propre mère. Pourtant, c'est un moment éthéré, heureux, mais il me colle un vague à l'âme terrible. Il y a quelque chose d'étrangement effrayant là-dedans. Pourquoi vous croyez que malgré son sourire, la voix de Jack tremble? I know her. Ce petit détail me cueille à chaque fois. Please don't give up. Le film ne capte pas uniquement cette peur de perdre ses proches. Il capte ce moment flottant et cotonneux, entre le sommeil et le réveil, où pendant un instant, nous ne sommes plus nous-mêmes. Où les souvenirs qui font que nous sommes nous s'effacent. Ce moment où l'identité, beaucoup plus fragile qu'on ne le pensait, s'effondre. Et sincèrement, avec la petite fille qui parle de sa mère comme d'un ange, cette lumière quasi divine, ou même cette séquence juste après, euphorique jusqu'à l'absurde, où cette femme s'amuse de voir un vieillard voler au lieu de s'en étonner ou même d'avoir peur, cette ambiguïté, Spielberg, il en a tout à fait conscience. Ouais, on est sûrement dans un conte, mais aussi possiblement ailleurs. Un ailleurs beaucoup moins facile à accepter. Pour un film aussi coloré, il y a quand même de sacrés ténèbres qui rôdent à la lisière. Il est tellement facile d'oublier. Je m'en remets à toi, mon vieux. Ne me laisse pas tomber. Dans un récit, la perte de mémoire, c'est peut-être l'un des arcs narratifs les plus usés jusqu'à la corde, mais bizarrement aussi, un de ceux qui nous affecte le plus, parce qu'il provoque un inconfort très particulier.
On peut en ressortir grandi, mais on sait que ça va être un sale moment à passer. La perte de mémoire peut symboliser tout un tas de choses, le passage du temps, tout comme devenir la cachette idéale d'un secret. Mais surtout, on touche à ce qui nous semble un peu trop souvent acquis, l'identité. Quand tu touches à la mémoire, tu touches à une peur qui est très étrange. Cette peur de se dire que si un souvenir n'est plus partagé avec quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qui le rend réel, finalement? Qu'est-ce qui fait que tout ça a été réel? I have to believe in a world outside my own mind. I have to believe that my actions still have meaning, even if I can't remember them. Regardez ces affiches de films qui représentent tout l'esprit. Il y a une idée qui les réunit toutes, une idée visuelle toute simple. L'idée de multiplicité. Multiplicité des souvenirs, multiplicité des facettes de la personnalité, frontières floues de la psyché, potentiel insondable qui déborde bien au-delà de nous-mêmes. Visuellement, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui vient comme une évidence à énormément d'artistes qui représentent l'esprit. Nous sommes multiples. Le truc toutefois, c'est que la grande majorité des œuvres ont tendance à nous montrer cette multiplicité comme un mal, comme un trouble qui mène les personnages soit à leur perte, soit à la destruction. Dans la plus pure tradition de Lovecraft, par exemple, et de ses protagonistes qui découvrent une ascendance maudite qui sommeille en eux. Ou comment la fiction illustre encore et encore cette peur qu'on a de perdre son moi, cette peur de voir son identité se dissoudre, et donc toutes les barrières parfois simplistes qu'on crée pour la protéger. Parmi les exceptions, on peut citer le 4e tome du cycle de Dune, où le personnage de l'empereur Leto II Atréide, un humain qui se transforme peu à peu en ver des sables, possède en son fort intérieur la mémoire et les personnalités de tous ses ancêtres. C'est une logique qu'on avait déjà vue dans le cycle, notamment avec les révérendes mères de l'ordre du Bene Gesserit, mais qui là est poussée à son paroxysme, avec ce rapport si particulier au temps long et à une sorte d'immensité intime à conquérir. Là, la multiplicité intérieure est montrée comme une ouverture vers quelque chose de plus grand, vers une conscience étendue du monde et de soi. Là, à l'inverse de la perte de mémoire, c'est donc une sorte d'hyper-mémoire qui questionne les frontières de l'identité, qui n'est plus un simple tout fermé, mais plutôt une arborescence. La peur a été neutralisée. Au fil du temps, on nous a tellement survendu des personnages construits comme des unités cohérentes, on nous a tellement survendu l'affirmation de soi comme une pancarte parfois simpliste, qu'on a fini par l'oublier. Nous sommes des fragments. She's hateful. And so am I. Brienne s'est adoucie au fil des saisons, oui, bien sûr. Mais elle n'aurait jamais pleuré. Pas ici, pas comme ça, pas pour ça. Là, tu trahis la sève, tu trahis l'essence de quelque chose. Mais encore une fois, cette essence, elle est où exactement? Qu'est-ce qu'on en sait? Et nous voilà, attendant des personnages qu'ils soient humains et complexes, sans être chaotiques. Et nous voilà, paradoxe ambulant, agrippés à ce qui fait que nous sommes nous, tout en voulant plus. You see, life is a cut-up. Every time you walk down the street or look out the window, your consciousness is cut by random factors, and then you begin to realize that they're not so random, that this is saying something to you. Le cut-up, cette technique popularisée notamment par l'écrivain William Burroughs dans les années 60, qui consiste à découper une œuvre et à réarranger aléatoirement les bouts pour qu'un nouveau sens apparaisse. I tried doing it with diaries and things, and I was finding out amazing things about me and what I'd done and where I was going. Igniting anything that might be in my imagination. And a lot of the things that I'd done, it seemed that it would predict things about the future or tell me a lot about the past. It's really quite an astonishing thing. I don't know. Anyway, let's see what happens. Une technique qui a inspiré énormément d'artistes, mais aussi toute la culture internet, cette culture du mash-up et du collage que vous connaissez si bien. La vie est un cut-up de notre expérience, du monde extérieur.
Avec Seth Brundle, qui fait une sorte de cut-up avec son propre corps et devient une nouvelle forme de vie en accéléré, on a affaire à un des cas volontairement extrêmes où la multiplicité qui est en nous est montrée comme négative. Cela dit, à un moment, via sa curiosité naturelle et scientifique, Brundle est tenté d'accueillir cette transformation avec sérénité, sans jugement. No, I'm becoming something that never existed before. I'm becoming Brundlefly. Don't you think that's worth a Nobel Prize or two? Et très vite, la peur humaine reprend le dessus. I'm scared. Comme s'il y avait, quoi qu'il arrive, une frontière indépassable pour l'esprit. On doit fermer le circuit. Toutefois, il y a bien eu l'amorce de quelque chose. Il y a eu une tangente. Comme dans la fin de Hook, en filigrane, on explore ce « et si ». Bon, les deux films ne vont pas vraiment au bout de cette idée. L'un parce que Spielberg, malgré ses doutes, doit trousser un film feel-good et accessible. L'autre par son cahier des charges horrifique. Mais et si devenir autre, ce n'était pas vraiment la fin de soi? We all change. When you think about it, we are all different people, all through our lives. And that's okay, that's good, you gotta keep moving, so long as you remember all the people that you used to be. I will not forget one line of this. Les souvenirs, cette colle qui donne une forme à nos fragments, qui font que nos vies racontent quelque chose. On raconte toujours un changement. Et fatalement, on s'y accroche. On s'accroche à nos goûts, on s'accroche aux histoires qui nous ont construites. On s'y accroche comme au-dessus d'un précipice. Au risque que parfois, ça nous résume à une simple carte routière de goût et d'opinion. We are images, dreams, photographs. We must not stay here, prisoners. We shall break the illusion. La vie est un cut-up. Cette vidéo est une forme de cut-up. Des fragments d'émotions, des fragments de souvenirs, de pensées, des fragments de films qui, une fois sortis de leur contexte, se mettent à raconter sensiblement autre chose. Faire du montage, c'est mélanger les cartes, c'est trouver un sens inattendu dans l'aléatoire. Par exemple, c'est en passant les extraits de La Mouche en noir et blanc avec un format différent que j'ai réalisé à quel point David Cronenberg et son directeur photo ont éclairé certaines scènes comme un vieux film noir. Tous les codes visuels y sont. La lumière tamisée des stores, l'éclairage doux et éthéré sur le visage de la femme fatale, femme qui se découpe dans l'encadrement de la porte qui est donc le centre de l'attention, mais qui est aussi perdue dans le cadre, seule source de grâce dans un monde sale et chaotique. Et aussi bien sûr, un personnage principal désabusé. Brundle, détective malgré lui, qui enquête sur l'identité humaine. Fragment d'un genre, égaré dans un autre. Ou comment le film illustre son propos en devenant lui-même un Seth Brundle, et en montrant que tous les films, à divers niveaux, sont des Seth Brundle. Fragmentés, encore, et encore, et encore. Peut-être qu'au milieu de tout ça, au milieu de ce puzzle forcément imparfait qui n'en finit jamais, quelque chose trouvera un écho. Nous sommes multiples, nous sommes des fragments. Personnellement, je ne suis jamais plus stimulé quand je crée quelque chose que quand j'ai l'impression que ça échappe à mon contrôle. Que bizarrement, ce n'est pas ma partie consciente qui agit, mais quelque chose de plus mystérieux, quelque chose de plus libre, qui n'est pas forcément le moi que je connais. Quand pendant quelques instants, on devient un peu plus que la somme de nos goûts ou de nos souvenirs. Et bon Dieu, trouver cette évidence, c'est du travail. Créer, ressentir au fond, c'est accueillir l'autre.